à tous, merci de nous rejoindre pour cette 4e édition du Blue Innov Live, une émission qui est aujourd'hui consacrée à l'innovation pour préserver les océans et toujours organisée par le pôle mer Bretagne Atlantique en lien avec l'hebdomadaire Le Marin, le magazine de l'économie maritime, ainsi que le journal Ouest France. Nous nous retrouvons aussi aujourd'hui dans un cadre assez exceptionnel puisque c'est l'ouverture en ce moment du One Ocean Summit, un sommet international qui réunit des chefs d'État, des ONG, des industriels. Toute l'économie de la mer est réunie au chevet de l'océan pour mieux le gérer et surtout mieux le connaître. Nous allons pouvoir faire un point aujourd'hui avec différents chercheurs, industriels, scientifiques sur la meilleure connaissance, la meilleure observation de l'océan. Nous sommes donc au Capucin, au 70.8. 70.8 parce que c'est la surface, 70.8% de la planète est recouverte par des océans et des zones qui restent encore très méconnues, qu'il convient de préserver aujourd'hui. Elle représente donc des ressources et nous allons pouvoir échanger sur ce point avec notre premier grand invité qui est Jean-Louis Etienne, qui est médecin et explorateur. Avant cela, je vais vous inviter à prendre vos téléphones si vous le souhaitez. Vous pourrez contacter à tout moment l'organisation de l'émission pour poser vos questions sur l'océan, sur la préservation, sur l'observation, sur les ressources biologiques marines, toutes les thématiques qui seront abordées aujourd'hui. Donc je vais tout de suite lancer cette première séquence, l'éclairage avec Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, explorateur. On vous connaît pour vos grandes explorations dans les zones polaires, pour votre innovation, la dernière sur laquelle vous planchez, le Polarpod, un navire vertical qui ira ainsi circuler tout autour du pôle Nord. Sud. Est-ce que vous pouvez déjà, en cette ouverture du One Ocean Summit, nous faire un point sur les attentes? Qu'est-ce que ça va permettre peut-être de débloquer ce grand sommet international? Alors d'abord, c'est important qu'il existe. Hein, ça, c'est fondamental. Cette appellation One Ocean Summit One, il est unique. Vous voyez ce que je veux dire? On doit se pencher effectivement sur la préservation de l'océan. Il y a beaucoup de domaines. On va évoquer la pollution, on va évoquer la protection des espèces. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les aires marines protégées que l'on a développées surtout autour de l'Antarctique. C'est une zone qui peut être surpêchée, le krill notamment. Qui est la base de la chaîne alimentaire de beaucoup d'espèces. Oui, c'est au menu de toutes les espèces, que ce soit la baleine, les phoques, les oiseaux de mer, tout le monde mange du krill, c'est important de le protéger. Et c'est important, si vous voulez, les aires marines protégées, c'est aussi important que les parcs nationaux à terre, vous voyez. En un siècle, il faut voir que l'homme a pris le contrôle des espaces et des espèces. Donc il faut qu'on ait des aires où la nature puisse être tranquille pour se développer. Sinon, on va vers des extinctions d'espèces, quoi. Il en existe déjà 2 aires marines protégées sur zone et vous entendez profiter ici de la tribune pour militer pour une nouvelle aire marine protégée au large de la Terre Adélie. Oui, il y en a 2 qui existent effectivement, qui ont été farouchement défendus. La France, l'Europe, l'Australie sont engagés dans le développement du aire marine protégée. En face, entre autres, la Terre Adélie, donc là où la France a sa base en Antarctique. Il y a 2 opposants qui sont la Chine et la Russie s'opposent depuis longtemps, si vous voulez, à l'établissement de cette marine protégée. Donc c'est de la diplomatie permanente qu'il faut mettre en œuvre et une pression de manière à ce qu'elles existent, ces aires marines protégées. En mettant en avant un manque de connaissances, justement avec Polarpod, vous allez partir fin 2023 pour récolter de la donnée in situ. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau un peu particulier? Alors le Polarpod, c'est un grand tube, un grand vaisseau vertical, c'est un flotteur qui fait 100 mètres de haut, il y a 80 mètres sous l'eau. On n'habite pas sous l'eau, c'est un flotteur. Et c'est cette profondeur qui lui donne la stabilité, qui va permettre de séjourner, ce que les marins appellent les fameux 50e hurlants, ce sont des zones ventées, vous voyez, agitées. Le Polarpod offre cette stabilité pour faire une étude permanente de cet océan. Quand je dis permanente, on va dériver 2 fois autour du monde, 2 fois autour de l'Antarctique, et donc on va faire de la mesure d'une manière constante aux 4 saisons et sous toutes les longitudes. En comprenant cette mission, on comprend aussi pourquoi est-ce que ce sommet s'appelle One Ocean Summit. On parle souvent des océans, ici on parle d'un seul océan, parce qu'ils sont tous reliés justement au niveau des pôles. Vous le disiez, vous allez traverser plusieurs océans en faisant le tour. Alors on apprend en géographie effectivement qu'il y a l'océan Atlantique, le Pacifique, l'Indien et d'autres océans, mais en conception, je dirais, océanographique, on sait bien qu'il existe un océan mondial, c'est-à-dire qu'il y a un courant, un fameux courant millénaire, de manière à ce que l'ensemble des eaux soit brassé.
l'océan que nous allons étudier, austral, autour de l'Antarctique, est une courroie de transmission entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Donc on voit bien qu'il y a un océan mondial à travers cette circulation. Et ces zones polaires, du coup, sont justement extrêmement sensibles parce qu'elles vont récupérer les masses d'eau, aussi les perturbations. Donc, il faut être particulièrement vigilant à la protection de ces zones polaires en particulier. Oui, l'étude que nous allons faire amène une... D'abord, nous allons faire, on l'a évoqué tout à l'heure, la nécessité de mieux connaître cette faune pour la protéger. On va faire un inventaire de la faune par acoustique. Le polar pod est silencieux, on met des hydrophones, on écoute. Et on va faire un inventaire de la faune. Et en plus, cet océan d'eau froide est le principal puits de carbone océanique de la planète. Et on va mesurer sa performance. C'est donc un acteur majeur de la régulation du climat. Parce que les océans captent 30% Oui. du CO2 émis par l'homme et Oui. les pôles sont responsables de la moitié de ces 30% Oui. à eux seuls. Parce que le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Et donc cet immense océanique de l'océan austral, c'est immense si vous voulez, hein, ça fait 22 000 km de circonférence. Et donc cette surface froide fait que le CO2 se dissout prioritairement là. Et cet océan austral absorbe à lui seul la moitié du CO2 absorbé par l'océan mondial. Et nous allons dans une minute attaquer notre première table ronde sur l'observation. Comment est-ce qu'on prend le pouls de l'océan? Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que l'innovation technologique, vous qui avez pu observer ça pendant plusieurs dizaines d'années, comment est-ce que les innovations permettent de mieux observer et in fine de mieux protéger? Ah non, mais aujourd'hui la technologie est extraordinaire, quoi. J'ai encore visité un stand là qui nous montre avec une facilité incroyable aujourd'hui comment on fait une analyse du plancton, du microplancton. On fait des robots aujourd'hui qui descendent à 6000 mètres pour exploiter les profondeurs. Donc la technologie, si vous voulez, la solution environnementale, elle est comportementale, on le sait, nous devons agir, mais elle est technologique. Il va falloir trouver effectivement des nouvelles ressources et des moyens d'exploration modernes. Et en ce sens, Ifremer fait des robots qui sont absolument extraordinaires. On descend très profond. On a besoin de la technologie. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous allons pouvoir passer à notre première table ronde. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Et nous allons passer à cette table ronde pour prendre le pouls de l'océan. Merci beaucoup. Nous venons de le voir avec Jean-Louis Etienne. L'innovation permet vraiment de faire des avancées sur la préservation de l'océan. L'océan, ça s'observe in situ avec des systèmes comme le Polar Pod, mais aussi depuis l'espace. Ce sont les innovations sur lesquelles ça se développe le plus aujourd'hui au sein du pôle mer Bretagne-Atlantique. Nous allons voir comment est-ce que il est toujours essentiel d'avoir cette interface entre la mer et le ciel pour une bonne observation, pour une bonne connaissance. Les satellites, nous les connaissons. Aujourd'hui, nous allons vers de nouvelles technologies avec des constellations de satellites qui permettront d'avoir plus de données, des données qu'il va falloir traiter en temps réel parfois, et ça va être les grands défis des années à venir. Donc vous pouvez nous poser des questions par SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran si vous avez des interrogations par rapport à ce qui va se passer par la suite au niveau du satellite, et ensuite évidemment des observations plus globales in situ avec les nouveaux capteurs, les nouveaux sondeurs, toutes les technologies qui sont offertes. Nous allons pouvoir les découvrir avec nos invités, mais aussi dans un premier temps avec ce petit reportage sur Blue Observer. Blue Observer est une société qui a été créée à Brest, une SAS à raison d'être, qui réunit plusieurs associés, réunis autour des valeurs de protection de l'océan et puis de responsabilité sociétale. Pour sa première mission, Blue Observer est parti de Brest le 14 novembre pour déployer 100 flotteurs pour l'Organisation mondiale de la météo, EuroArgo et la NOAA avec le Woodsole Institute. Parallèlement, avec notre biologiste, on fait des prélèvements de microbiologie pour des études sur les gènes de résistance aux antibiotiques et pour la première fois aussi la création d'une souche-tech d'aérosols marins en collaboration avec la station biologique de Roscoff. Blue Observer déploie de l'instrumentation de mesure de l'océan. Des instruments qui vont prendre deux données qui sont la température et la salinité sur des mesures de la colonne d'eau entre 0, donc la surface, et 2000 mètres sous l'eau. Ces données vont être transmises tous les 12 jours par satellite à terre et vont rentrer dans les études climatiques. Au-delà de ça, toute cette donnée vient aussi enrichir vos modèles météo pour mieux affiner la météo à 7 jours.
Merci. Nous venons de voir du coup ce premier petit reportage sur Blue Observer et j'ai accueilli entre-temps Antoine Thébault qui est directeur général de Cyproven. Bonjour. Ainsi qu'à côté de vous Patrick Vincent, directeur général délégué de l'Ifremer. Merci à tous les deux de nous rejoindre et de participer à ce sommet. Nous venons de voir du coup Blue Observer où on a bien compris la nécessité d'être à la fois sur place et de connecter avec l'espace. Vous de votre côté chez Cyproven, vous avez développé un drone qui à la différence de Blue Observer n'est pas habité. De votre côté, ce sont des drones autonomes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce drone qui s'appelle Sphyrna? Oui, bien sûr. Alors le drone autonome, en effet, c'est des bâtiments qui sont on n'a personne à bord et qui vont être finalement en mer pendant plusieurs mois pour collecter de nombreuses données finalement pour justement mieux connaître et mieux observer les océans. Et c'est différent d'une balise Argo qui elle dérive. Vous, votre drone, vous pouvez le téléguider? Alors, c'est pas le terme qu'on va utiliser, mais en effet, faut imaginer que les océans, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des zones très très vastes, et pour bien les observer, on va avoir besoin de beaucoup d'outils différents. Donc nous, nos drones, finalement, s'inscrivent dans un panel d'outils d'observation, qui sont des outils qu'on va retrouver dans la mer, mais par exemple aussi des outils du spatial, puisqu'il y a beaucoup de données d'observation des océans qui proviennent des satellites spatiaux, et on s'inscrit dans toute cette logique-là, on vient compléter avec nos outils, finalement, d'observation, cette collecte de données. Et donc on va pouvoir, avec nos drones, collecter des données un peu différentes dans le sens où elles vont être des données long terme, puisqu'on va pouvoir rester très très longtemps en mer. Et souvent, en fait, on présente notre solution pour avoir l'idée comme un satellite de la mer, puisque le principe est exactement le même qu'un satellite spatial. On envoie nos navires avec beaucoup de capteurs à l'intérieur, collecter des données en mer pendant plusieurs mois. Merci. Observer sur plusieurs mois, c'est aussi ce que fait l'Ifremer en lien avec d'autres instituts scientifiques comme le CHUM. Et vous travaillez aussi sur les grands fonds et vous avez pu notamment découvrir par exemple un nouveau volcan à Mayotte. Alors qu'est-ce que ça change pour la biodiversité, l'écosystème? Comment est-ce qu'on surveille ce type d'événements sous-marins que l'on découvre grâce aux capteurs et aux sondeurs? Alors effectivement, pardon. Effectivement, on a l'habitude de travailler sur des systèmes d'observation sur le long terme. Et puis là, on a une expérience un peu originale parce que finalement, dans la vie d'un géophysicien, rarement on voit apparaître des volcans sous-marins. On découvre pas un volcan tous les jours. Donc là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire où effectivement, donc voir apparaître au large de Mayotte ce volcan sous-marin avec des campagnes en mer qui sont allées un petit peu observer ce qui se passait. Et tout ça fait par l'Ifremer, mais par un certain nombre de partenaires, finalement, on s'est dit, il va falloir malgré tout continuer à regarder et à observer ce qui se passe parce que la sismicité continue à se déployer, parce qu'il y a des risques et des aléas sous-marins, et ces aléas sous-marins, ça peut être effectivement des pentes qui sont déstabilisées, des pentes sous-marines qui sont déstabilisées et qui peuvent effectivement ensuite avoir des impacts sur les populations. Donc c'est important effectivement de se dire que l'impact sur la population, eh bien, on doit le prendre en compte pour essayer de définir ces nouveaux systèmes d'observation. Et là, on a effectivement, avec un certain nombre de partenaires, mis en place 2 dispositifs d'observatoires sous-marins, dont un observatoire câblé. Ça sera extrêmement original parce que finalement, il va réunir un petit peu quelques stations d'observation qui vont transmettre leurs données, par exemple de sismométrie, mais d'autres types de données un petit peu en temps réel pour surveiller un petit peu ce qui se passe dans la zone. Et qui, à la différence de Sphyrna, va rester au même endroit. Cet observatoire, on l'ancre à un endroit et il fait une série longue sur ce lieu. Cet observatoire, c'est effectivement un observatoire câblé, effectivement, qui va donc récupérer un certain nombre d'observations qui sont faites en plusieurs stations sur le fond de la mer. Alors, donc plutôt sédentaire sur cet observatoire avec quand même des données autour. Et de votre côté, chez Sphyrna, vous avez le projet de développer, en plus de ce drone autonome, des constellations de drones. Donc plusieurs drones marins qui partiront en mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui, alors c'est l'idée, c'est-à-dire que l'idée, pour pouvoir vraiment observer des zones, puisque encore une fois les océans sont assez vastes, il va falloir souvent créer des notions de maillage. Et ça veut dire que on va devoir utiliser finalement différents outils sur différents endroits. Et nous, notre idée, c'est vraiment de déployer cette notion de constellation. Encore une fois, c'est des termes vraiment issus du spatial, puisqu'on est dans cette logique-là. Et donc, l'idée, c'est de fonctionner par zone d'intérêt. On va déployer des flottes de 5, 6, 10 navires sur ces zones qui vont être en permanence sur la zone et donc collecter des variables longues. Et c'est ça qui intéresse beaucoup, en fait, notamment les scientifiques, pour pouvoir mieux comprendre, notamment les changements climatiques qui s'opèrent en ce moment.
Et aussi des mesures sur l'halieutique, par exemple, ça fait partie de vos Alors, domaines. dans les mesures alors aujourd'hui, on collecte une cinquantaine de paramètres différents, donc c'est assez vaste. Les sujets sur lesquels on est mobilisé, ça va être le suivi de polluants, par exemple, en mer, donc les polluants microplastiques, les hydrocarbures, la radioactivité, des choses comme ça. On va aussi avoir des sujets sur, en effet, le monitoring des ressources halieutiques pour mieux gérer finalement ces stocks de poissons demain. Mais on a plein d'autres sujets sur lesquels on travaille pour pouvoir justement mieux comprendre tout ce qui se passe sous l'eau. Dans le cadre de tous les sujets au niveau de l'Ifremer, vous travaillez aussi sur évidemment le climat, c'est la grande thématique qui occupe le One Ocean Summit. Comment est-ce qu'on observe un peu cette océanographie opérationnelle, cette météo des océans, enfin quelles sont les avancées qu'on a sur ce plan et appliquées au changement climatique qui nous intéresse tous? Alors effectivement, on a vu avec les quelques exemples qu'on a cités que on a besoin d'observations à la fois parfois à des points fixes, mais on a aussi d'observations qui vont être des observations mobiles. Et ces observations que l'on fait sur l'océan, y compris grâce à la flotte océanographique française, eh bien ces observations, il va falloir les compléter d'autres observations qui sont les observations spatiales qui permettent de voir la planète un petit peu dans son ensemble. Et finalement, on va avoir ces données un petit peu d'observation in situ, d'observation spatiale, et on va pratiquer un petit peu comme le fait déjà la météo depuis des dizaines d'années, en regardant un petit peu comment on peut, entre guillemets, mélanger ces observations avec ce que les physiciens, les biologistes savent modéliser. Et donc ça, c'est effectivement un peu tout ce rêve un peu de l'océanographie opérationnelle que l'Ifremer, avec d'autres partenaires, le CNRS, l'IRD et d'autres, ont mis en place en France depuis 1995, qui a donné naissance à quelque chose qui s'appelle Mercator Océan, et qui est maintenant un Mercator Océan international, donc qui s'est européanisé, et qui effectivement donc pratique cette océanographie opérationnelle. Et je vais vous prendre juste un exemple d'illustration. En 2019, on a au large des plages de Hauts-de-France observé le développement massif de mousse à la surface de la mer, les plages. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement pris les produits du grand programme Copernicus d'océanographie opérationnelle, auquel Mercator Océan participe, et on a regardé ces produits et on les a confrontés à des observations d'une bouée fixe. Et finalement, on a essayé de comprendre un peu l'origine de ces bouées, de ces mousses, qui étaient en fait des floraisons d'algues nuisibles. Voilà le type d'application, et il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est sûr. Et aussi, là où on parle de surface, il y a aussi évidemment les grands fonds. Jean-Louis Etienne le disait en introduction, qu'on peut maintenant aller jusqu'à 6000 mètres. Une bouée Argo peut aller jusqu'à 6000 mètres. Je sais qu'à l'Ifremer, on cherche aussi à dépasser cette frontière-là de la profondeur. Jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut mesurer en profondeur, habité ou non habité d'ailleurs, au niveau de ces robots. Alors on a, quand on parle des grands fonds et puis si on parle de bouées Argo, effectivement, on a aujourd'hui des développements qui sont réalisés pour faire en sorte de compléter le réseau international Argo qui existe de flotteurs qui permettront de mesurer jusqu'à 6000 mètres de fond. Et puis on a d'autres types d'observation, d'autres techniques d'observation. Ça peut être les ROV qui existent, qui sont ces véhicules automates. Et puis ça peut être effectivement aujourd'hui le Nautile qui fait un certain nombre d'observations. Et puis des engins autonomes qui sont des engins sous-marins de type de celui qui a été développé très dernièrement, qui s'appelle ULIX, qui effectivement réalise un certain nombre d'observations à 6 mètres de fond. Peut-être une dernière question pour tous les deux avant la question du public. Je me demandais pour vous deux, quelles sont vos attentes par rapport à ce One Ocean Summit? Peut-être on peut commencer avec vous, Antoine Thébault, sur quels sont les déblocages que vous attendez, que ce soit réglementaire, que ce soit sur l'échange avec les scientifiques. Qu'attendez-vous de ce sommet? On n'en est qu'à l'ouverture, mais en terminant vendredi soir, qu'espérez-vous? Pour moi, dans mon esprit, il y a deux sujets autour des océans. Il y a la notion d'observer et monitorer les océans pour mieux comprendre les changements qui s'y passent. Et puis, il y a la notion aussi de surveillance générale, parce qu'on a tout un tas d'activités finalement en mer aujourd'hui qui ne sont pas forcément bien contrôlées. Et on a aussi sur ces sujets-là, nous, justement, par rapport à nos solutions, capacité à apporter finalement une plus-value, puisque comme on peut rester longtemps en mer, on peut aussi surveiller un certain nombre de choses en mer avec nos navires. Et on a besoin aussi finalement de nouveaux outils comme ça pour pouvoir compléter les outils existants qui sont souvent un peu plus lourds et donc pour mieux surveiller ces zones-là. Donc c'est aussi les enjeux de ce One Ocean Summit, c'est de pouvoir voir comment on fait pour mieux réglementer, mais réglementer c'est intéressant, mais si on n'arrive pas à surveiller, finalement la réglementation peut être aussi limitée. Et oui, ne pas être respectée. Est-ce que vous avez
Un tout petit mot avant qu'on lance la suivante, parce que le temps tourne, on n'aura malheureusement pas le temps pour les questions du public, mais vous pourrez toujours recevoir des réponses par SMS. Vos questions trouveront une réponse. Un tout petit mot alors. Je reprendrai une phrase de Geneviève Ponce, qui est la directrice générale de l'Institut européen de l'or, qui dit que finalement, pour protéger l'océan, il faut bien le connaître. Si on veut bien le protéger, il faut bien le connaître. Bien le connaître, ça veut dire l'observer. Et ça veut dire effectivement aller dans ce sens. Tout à l'heure, on a parlé de l'océanographie opérationnelle et puis de ce qu'on appellera le jumeau numérique de l'océan. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Je vais retrouver nos futurs invités pour la table ronde consacrée à la transformation du transport maritime. Merci. Merci. Préserver, c'est évidemment mieux connaître, mais c'est aussi limiter l'impact des activités humaines sur l'océan. Aujourd'hui, 95% des marchandises sont transportées par la mer. Donc le transport maritime a évidemment un poids énorme dans l'empreinte écologique humaine et il est essentiel de réfléchir aux possibilité que nous avons de limiter son impact. Le mix énergétique est en pleine révolution, en pleine réflexion aujourd'hui. Le fuel est de plus en plus questionné. On développe de nouvelles sources, l'hydrogène, le vélic, un meilleur routage. Il y a des entreprises en Bretagne qui sont à la pointe à ce niveau-là, au niveau du vélic, avec notamment des entreprises comme Grain Sail qui transportent des biens à la voile. Nous avons aussi Canopé qui est un futur cargo qui transportera les pièces de la fusée Ariane. Donc, comme quoi les technologies permettent de revenir à des techniques anciennes et aussi de contribuer au développement des technologies d'aujourd'hui. Donc toutes ces innovations sont vraiment au cœur de l'actualité, seront aussi au cœur des discussions du One Ocean Summit. Nous allons bientôt accueillir du coup nos invités sur cette thématique-là de la transformation du transport maritime. Et nous commençons avec un petit reportage sur Energy Observer. Energy Observer est une plateforme expérimentale des énergies de demain. Un bateau intelligent, révolutionnaire, qui navigue sans abîmer la planète. Sa propulsion électrique est alimentée par des énergies renouvelables. Soleil, vent, courant marin. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à stocker son énergie sous forme d'hydrogène produit à partir de l'eau de mer. Une technologie qui lui permet de naviguer en autonomie totale. Aujourd'hui, il est nécessaire de donner du sens à l'innovation, la mettre au service des enjeux auxquels l'humanité est confrontée. Cette odyssée à bord d'Energy Observer, c'est un grand pas vers la transition énergétique. L'hydrogène produit à bord, c'est le véritable allié de notre mix énergétique, puisqu'il nous permet, tout en restant léger, de stocker une grande quantité d'énergie. Il nous permet, même dans des conditions extrêmes, ou lorsqu'il n'y a plus de vent ou plus de soleil, de continuer à avancer. À travers ce défi énergétique, on a voulu montrer qu'une autre voie était possible, plus respectueuse pour la planète. Les solutions existent déjà, les technologies, on les a. L'idée maintenant, c'est de déployer les innovations à plus grande échelle, et c'est ce qui est en train de se passer un peu partout à travers le monde. En naviguant sur Energy Observer, on se rend tout de suite compte de son impact positif sur son environnement. C'est zéro bruit, zéro émission, zéro polluant. Et ça, c'est vraiment important pour la préservation des écosystèmes marins. Avec ce bateau, c'est vraiment comme si on se fondait dans le décor. On va véritablement diminuer l'impact qu'on a sur la faune sous-marine. Grâce à l'hydrogène, on peut se tourner vers des énergies propres et préserver notre seul espace de vie, la Terre. Merci beaucoup. Nous retrouvons Jean Zanutini, président de Neoline. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Ainsi que Erwan Jacquin. Vous êtes expert en transition énergétique. Merci d'être avec nous. Nous allons peut-être commencer avec vous en tant qu'expert, Erwan Jacquin, sur cette question. On vient de voir un reportage qui présente l'hydrogène. Est-ce que c'est la solution de demain ou est-ce qu'il y en a, j'imagine, beaucoup d'autres et quels sont les avantages ou les inconvénients de ce type de système de propulsion à l'hydrogène ? Alors c'est effectivement une des solutions. Aujourd'hui, toute la communauté internationale
réfléchit à cette transition énergétique du maritime. Vous avez dit tout à l'heure, 95% des biens et marchandises transportés, c'est aussi des sources d'énergie, de la nourriture, c'est des éléments vraiment essentiels pour l'économie mondiale, et on doit changer de paradigme. Et donc c'est une multitude de solutions qui sont aujourd'hui envisagées. L'hydrogène, c'est, ne jamais oublier, c'est un vecteur d'énergie. Ce n'est pas une énergie primaire. Donc, au-delà de l'hydrogène, il faut penser à l'électricité qui a été nécessaire pour produire l'hydrogène, avec des rendements qui aujourd'hui sont encore assez faibles. Et donc, le transport maritime qui passerait intégralement aujourd'hui à l'hydrogène poserait un énorme problème en capacité de production d'énergie. Ce serait énergivore in fine. Oui, c'est pour ça que ce n'est pas l'unique solution. Puis il y a l'hydrogène, mais aussi il y a d'autres solutions de stockage dans ce qu'on appelle des e-fuels. C'est ce que regarde aussi l'aérien. Et puis surtout, il faut qu'on gagne en efficacité, il faut qu'on réduise la consommation énergétique des navires avec soit des gains opérationnels, comment on route mieux les bateaux, comment on réduit les pertes de chaleur, les pertes de froid. Enfin voilà, c'est tout un travail énorme d'ingénierie qu'on doit faire pour gagner 20, 30, 40, 50% pour arriver à terme à la neutralité carbone. Le routage dont vous parliez, ça a été une révolution pour revenir à la propulsion vélique. Jean Zanettini, vous préparez un cargo pour le transport transatlantique à la propulsion vélique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les innovations que vous avez menées? Parce que ce ne sont plus des voiles en tissu, on est sur des nouveaux types de voiles, des nouveaux types de... On ne regarde plus autant les étoiles, c'est plus du routage Internet. Enfin, expliquez-nous comment est-ce que c'est possible de revenir au vélique? Oui, alors effectivement, c'est vraiment cette révolution, elle est à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois la météorologie, voilà, la capacité à prédire la météo qu'il va faire et accéder à cette météo partout. Donc ça, c'est un pas extrêmement important. Et le routage, c'est la capacité à simuler les différentes trajectoires qu'on pourrait suivre et de voir finalement laquelle est la meilleure pour arriver à l'heure au port d'arrivée tout en économisant un maximum de combustible. Et c'est ça qui change par rapport au début du siècle. Après, il y a aussi une question, c'est quels sont les compromis dans la productivité de l'outil qu'on accepte. C'est-à-dire que, comme l'a dit Erwan, il y aura un mix de solutions, mais on a un problème pour remplacer le pétrole parce que le pétrole est une énergie exceptionnellement dense et exceptionnellement facile à utiliser. Du coup, toutes les alternatives ont tendance à être moins denses, moins faciles, et on a tendance du coup à chercher à trouver des choses qui potentiellement posent aussi d'autres problèmes par à côté. Et chaque solution est adaptée à certains types d'usages. Un navire océanographique ne fonctionne pas comme un cargo. Vous, dans votre cas, le transatlantique, on se dit maintenant, on va pouvoir être ponctuel avec du vélique. On peut prendre peut-être un jour ou deux de plus. Ce n'est pas si grave. Donc pour le transport cargo, le vélique semble être une solution assez adaptée, qui ne le serait pas pour autre chose. Alors voilà, c'est surtout adapté dans les transports au long cours. C'est là où on peut en tirer le maximum de profit parce qu'on a la plus de latitude pour router. Et effectivement, il faut savoir quel compromis on arrive à faire sur la vitesse, sur la taille du navire, sur un ensemble de choses et mixer ça avec d'autres technologies, notamment pour terminer le travail puisqu'on aura toujours quand même besoin d'une propulsion pilotable, facilement activable quand on en a besoin. Donc on a encore du travail là-dessus. Maintenant, une fois qu'on a enlevé la brique, donc dans notre cas, c'est 80% de réduction grâce à la réduction de vitesse et à l'usage du vent en titre principal, eh bien la brique qui reste est beaucoup plus facile évidemment à traiter que si on devait tout passer. Oui, ce sont des équations à résoudre et comme on le disait, chaque solution a aussi ses petits inconvénients. On voit aujourd'hui peut-être à Erwan Jacquin, on peut prendre de la hauteur et voir un peu toutes les solutions. Brittany Ferries lance ses ferries au GNL. On a aussi des solutions véliques, des solutions hydrogène. Enfin, comment est-ce qu'on peut trouver l'équation parfaite et pour quels usages ? Alors, l'équation parfaite, elle est résolue depuis longtemps par les architectes navals. C'est leur rôle de trouver des compromis systématiquement entre le besoin d'un armateur et les technologies disponibles. Sauf que là, la solution qui était une solution unique de prendre un moteur diesel avec du fuel lourd, par exemple, ça n'est pas plus possible. Et donc, du coup, ça nécessite de réfléchir sur tous les segments, tous les axes. On revoit intégralement la conception des navires. Comme on disait tout à l'heure, la place, le volume d'énergie, en fait, à bord, va être beaucoup plus important. Sur un porte-conteneur, on a 3% aujourd'hui de la place qui est prise par du fuel lourd. Si on devait passer à de l'hydrogène ou de l'ammoniac, qui sont des solutions dont on parle aujourd'hui, on prendrait jusqu'à 15, 20, 30% du volume transporté. Donc vous imaginez aussi l'équation économique derrière à résoudre pour un armateur qui doit transporter moins, avec un carburant qui coûte plus cher, un bateau qui coûte plus cher, et des contraintes aussi technologiques, même de sécurité, qui sont beaucoup plus importantes. Donc tout ça s'est remis en cause, donc c'est une époque assez formidable. Et puis l'approche qu'on essaye de porter, c'est une approche
aussi un peu science-based, c'est-à-dire qu'on doit faire vraiment la part des choses et on doit arrêter de croire que les solutions vont tomber toutes seules. Elles sont extrêmement compliquées. Si on a abandonné un certain nombre de solutions, c'est parce qu'il y a des contraintes et aujourd'hui, il faut revenir sur ces contraintes avec un œil un peu neuf. On a des technologies nouvelles, on a des matériaux composites, on a de l'automatisme, on a du système de contrôle, on parlait de routage, on a des calculateurs, de la simulation. Donc on peut revoir tout ce paradigme en fait avec un œil neuf, mais par contre c'est un champ à explorer qui est incroyable. Et vous parliez de sécurité, ça pose aussi évidemment la question des marins, parce qu'on ne va pas naviguer de la même façon sur un navire à propulsion vélique qu'on le fait sur un porte-container au fioul. Est-ce qu'on peut faire un petit aperçu de, par exemple, de votre côté, comment allez-vous former vos marins, les lancer sur cette traversée? Enfin, comment est-ce qu'on forme les gens qui travaillent sur ces bateaux? Alors, les marins, notamment français, sont formés dans les écoles nationales de la marine marchande. Et je dirais que leur métier, il est avant tout lié à la sécurité du navire, à sa capacité à le charger, à sa capacité aussi à le ballaster et à le gérer, à le conduire au sens très large, en fait. Et la navigation, c'est un des aspects, mais ce n'est pas tous les aspects. Du coup, je dirais que 80% en fait du corpus des choses ne changera pas. Maintenant, c'est vrai que au lieu d'avoir un moteur diesel, eh bien, nous aurons des mâts, des ailes ou des systèmes, mais on reste quand même sur des systèmes mécaniques avec de l'électricité, de l'hydraulique. Donc, il y a effectivement une évolution, notamment sur la météorologie, notamment sur cette nouvelle enjeu d'à la fois arriver à l'heure en sécurité, mais aussi réduire au maximum la consommation de fuel. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça passionne. Voilà. Et ça, c'est vraiment super. On reçoit beaucoup de lettres de motivation, de candidatures de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, officiers ou matelots qui souhaiteraient naviguer sur ce type de navire pour retrouver quelque part aussi un sens dans leur métier. Oui, un amour d'une navigation avec cette connotation à l'ancienne, peut-être un peu plus, alors qu'elle est très moderne. Ça passionne. J'ai des questions, justement, qui nous sont arrivées. On va rester sur cette question d'équation. Je suis désolée, mais on nous demande de toutes les innovations qui existent pour réduire l'impact du transport maritime sur l'océan. Quelle est la technologie la plus prometteuse ? Je pense que on peut pas répondre malheureusement, il y a pas de solution. Il y a une solution extrêmement simple, c'est de réduire la vitesse. Hein, on en parle pour la voiture par exemple. Hein, on voit que pour le particulier, c'est un problème de réduire sa vitesse. Réduire la vitesse pour le maritime, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les échanges mondiaux. On a vu récemment un bateau bloqué dans le canal de Suez ou des congestions portuaires à cause du Covid ont déréglé l'économie mondiale. Réduire la vitesse des navires aujourd'hui drastiquement, c'est une conséquence vraiment importante sur le transport maritime. Vous le disiez, 95% des échanges. Donc réduire la vitesse, c'est la solution la plus simple, mais qui a des conséquences très fortes. Et tout le reste, c'est des solutions technologiques qui vont dépendre des usages. On peut électrifier un petit bateau portuaire, on ne pourra pas électrifier un porte-conteneur. Un porte-conteneur, il faudrait 2 fois le bateau en batterie pour l'électrifier. Et je pense que tu dois avoir d'autres exemples aussi, Jean, qui montrent que c'est extrêmement compliqué et il n'y a pas de solution unique. Et ça dépend des segments d'usage, des technologies, de la sécurité, du coût, etc. Je suis absolument d'accord et ce que je trouve intéressant, c'est justement, il faut dépasser le débat de la recherche de la solution unique. Effectivement, c'est plus compliqué à comprendre, mais il faut se pencher à chaque fois sur les usages, sur les contextes, quels sont les réels besoins de services qu'on a in fine et quelles sont les énergies avec lesquelles on peut localement travailler. Et donc, c'est vraiment adapté à chaque projet et chaque usage et ça, c'est passionnant. Une question de sobriété et aussi avec les EMR où il y a tous ces projets de se dire que l'énergie produite en mer pourrait produire de l'hydrogène pour in fine alimenter les navires qui sont sur zone. Donc ça, ce serait du local, production locale, après, consommation locale. Ce qui manque souvent, c'est le sens aussi des ordres de grandeur. Par exemple, produire du carburant pour les navires, ça reste 10 fois moins efficace contre les gaz à effet de serre que de remplacer une centrale à charbon. Donc l'usage de l'énergie renouvelable qui sera réalisé à terre va avoir de la concurrence aussi. C'est pour ça que utiliser l'énergie qu'on peut récolter à bord, et parmi elles, il y a le vent en premier lieu, c'est vraiment un chemin très très prometteur pour le transport maritime. J'ai une autre question du public qui nous demande « La France est très en pointe sur le transport vélique. Qu'en est-il des autres pays? Avez-vous connaissance d'initiatives similaires à l'étranger ?» Il est vrai qu'en Bretagne, on a cette filière d'entreprises à Lorient avec beaucoup d'entreprises actives sur toute la chaîne, que ce soit la recherche, les navires déjà prêts. Enfin, où en sont les autres pays d'Europe et du monde sur cette question du vélique? Alors effectivement, on a la chance en France d'avoir une vraie filière avec déjà des équipementiers, des armateurs comme nous et réunis au sein de l'association Winship. Mais l'association Winship fait partie d'un réseau international qui s'appelle l'IWSA, International Winship Association, qui réunit 150 entreprises du monde entier. Alors en France, on est en pointe.
On est en pointe dans le domaine, mais il y a effectivement des initiatives, notamment en Europe du Nord, en Finlande, avec quelques entreprises qui proposent des choses vraiment intéressantes, quelques-unes aussi également en Asie, et aux États-Unis, ça démarre. Est-ce que la particularité de la Bretagne peut aussi être peut-être le phénomène de la course au large qui a infusé dans les nouvelles technologies, puisqu'il y a beaucoup d'investissements sur la course au large, autant sur la question des composites, comment est-ce qu'on fabrique la coque, comment on la design, et ça a un peu infusé et diffusé dans les autres secteurs? Oui, alors complètement sur la partie innovation, c'est clairement, on a parlé aussi du routage, des matériaux composites, ce genre de choses qui ont été vraiment poussées par la course au large ces dernières années. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a un passage à l'échelle à faire, et là on parle de produits industriels. Et donc là, la course au large est un petit peu moins, on va dire, en pointe sur ces sujets-là, puisque c'est vraiment des prototypes ultra performants. Là, on doit parler de massification, de baisse des coûts et de production dans des usines de fabrication, et donc c'est là où on retrouve des acteurs comme des chantiers, des équipementiers qui vont être capables de produire du coup à grande échelle ces systèmes. Merci beaucoup. Nous aurons eu le temps de répondre aux questions de notre public. Nous allons lancer la 3e table ronde qui est consacrée cette fois à l'exploitation responsable des ressources biologiques marines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et à tout de suite pour cette 3e table ronde. Protéger les océans, c'est aussi évidemment protéger les espèces qui y vivent et qui s'y développent. Nous avons parlé avec Jean-Louis Etienne du krill, nous allons pouvoir parler des algues, des coquillages, des poissons. Il est essentiel pour garder cette mer nourricière qui nourrit la planète depuis des millénaires de se pencher sur cette exploitation des ressources, de lutter contre les captures accidentelles, de limiter la capture des cétacés également. Et nous allons aussi voir comment est-ce que ces espèces peuvent être bénéfiques pour tout l'équilibre global. Le plancton absorbe beaucoup de CO2, mais aussi les coquilles de certains coquillages. Donc il est essentiel de préserver ces ressources. Et nous allons pouvoir voir un premier exemple de ressources et de gestion de la ressource responsable avec l'entreprise située dans le Nord Finistère, Aliotis, qui nous présente son élevage d'ormeaux et d'algues. France Aliotis a été créé en 2004. On s'est implanté sur les bords de la Bervrac, donc au nord de Brest. France Aliotis, c'est un élevage d'ormeaux. L'ormeau, c'est un animal qui est endémique de la Bretagne. C'est un gros escargot qui va brouter des algues. France Aliotis était le premier élevage d'ormeaux de Bretagne. En fait, nous maîtrisons la reproduction de cet animal. Alors, l'élevage de l'ormeau en pleine mer, en fait, consiste essentiellement à maintenir les ormeaux dans des casiers d'élevage qui sont immergés à l'entrée de la Bervrac et à leur amener des algues qui vont nous servir de fourrage pour ces animaux. Et l'ormeau va consommer des algues qui sont les mêmes que les algues qu'on utilise dans l'alimentaire. Alors depuis la création de l'élevage, le fourrage était récolté sur les berges de la Bervrac et puis des environs, donc dans les champs d'algues qui sont présents en grande quantité ici localement. Et en fait, au fil des années, on s'est rendu compte que la pression sur ces algues de rive a augmenté. Et donc, il y a environ 3 ans, on s'est intéressé à la culture des algues. Jusque-là, les ormeaux étaient nourris avec du fourrage qui était sauvage, qu'on cueillait dans le milieu naturel. Et aujourd'hui, on a 2 alternatives à ces fourrages sauvages. C'est la culture des algues en mer, donc culture sur filière, et 2, la culture des algues en bassin, à terre. Et ça va être des algues beaucoup plus petites et beaucoup plus fragiles qu'on va cultiver en bassin, mais qui vont avoir des qualités nutritionnelles particulièrement intéressantes. Donc les algues de culture ont la particularité d'être particulièrement propres. Alors si je prélève des algues ici dans ce bassin, on va avoir du kombu royal qui a été produit en écloserie d'abord et qui va se développer, et on va avoir des plantules qui vont être particulièrement qualitatives. On est aussi en mesure de cultiver d'autres algues, je pense à la dulce, qui est une algue qui est particulièrement convoitée. La dulce, en fait, c'est une algue de rive qui est assez fragile, et l'avantage de l'avoir en bassin, c'est qu'on peut la maintenir dans les conditions optimales.
Alors les algues, on les cultive depuis très longtemps, c'est la base de l'élevage de l'ormeau, mais depuis quelques années on les cultive en plus grand volume et l'enjeu aujourd'hui de la culture des algues, c'est de passer à des échelles bien supérieures pour pouvoir faire des économies d'échelle et puis rendre ces cultures beaucoup plus durables, donc économiquement viables, mais également faire des économies sur l'énergie et sur tous les intrants en fait de ces cultures. Sinon en fait on pourra jamais en vivre. Merci. Nous nous retrouvons après ce témoignage sur l'exploitation responsable des ressources biologiques marines. Merci de nous rejoindre. Philippe Legal, vous êtes président du Comité national de la conchiliculture. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Et à vos côtés, Frédéric Mosca, vous êtes responsable de la division Sonar d'X-Blue. Nous allons voir en quoi vous avez des activités sur la pêche. Merci d'être là. Nous avons pu voir avec ce sujet à quel point les espèces et les algues sont des ressources fragiles et délicates. Vous, de votre côté, Philippe Legal, l'océan, c'est votre lieu de travail. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau de cette One Ocean Summit, ce que vous attendez comme décision pour protéger ces espaces qui sont vos lieux de travail? Effectivement, c'est notre lieu de travail principal et nous, on y fait attention parce que c'est primordial, la qualité de l'eau, l'espace dans lequel on est. Et donc, on est très dépendant des gens qui nous entourent, et notamment des bassins versants. Une pollution à terre peut être dramatique pour un élevage. Dramatique pour nous, donc c'est pour ça qu'on était très vigilants, on faisait très attention, on surveille énormément le milieu marin, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs réseaux d'analyse qui sont faits pour savoir s'il y a un problème ou pas. Et là, on voit bien à travers cet exemple des algues et tout ce qui est production de coquillages au sens large, aujourd'hui c'est indispensable et surtout que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et d'avenir. Oui, l'équilibre est toujours fragile et vous pouvez aller aussi très près des bassins versants. Vous allez avoir une eau d'une qualité moyenne. Vous vous éloignez de 2 km, vous vous rendez compte que finalement ça se passe mieux pour l'élevage. Enfin, tout cet équilibre étudié notamment par l'Ifremer et cette qualité des eaux, c'est essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à s'écarter du littoral parce qu'on voit bien que cette proximité du littoral nous pose quelques problèmes de qualité d'eau. Donc on remarque dès qu'on va à 2-3 km et sur des filières et c'est de nouvelles techniques. Alors il y a deux avantages, c'est que ça nous permet de nous développer en espace et donc en production et en même temps d'éviter les pathogènes. Parce que vos coquillages sont des sentinelles de la mer. Si la mer va mal, les coquillages... Exactement, c'est-à-dire que je dirais que notre profession, c'est les sentinelles de la mer, tout à fait. Merci beaucoup. Et un peu plus loin de nos côtes, au niveau des grands navires, les bateaux-usines qui pêchent au large, vous avez développé avec X-Blue une solution pour sélectionner le bon banc de poissons. Comment est-ce que fonctionne ce sonar ? Donc c'est un échographe, c'est un sonar qui émet des ondes acoustiques dans l'océan et qui va être capable d'imager en 3D et en temps réel l'ensemble des objets qui se trouvent sous le porteur. Donc par exemple des bancs de poissons, on va être capable de caractériser ces bancs, imager le fond, la dureté du fond et in fine fournir un certain nombre d'informations en temps réel au patron pêcheur pour lui permettre de prendre de meilleures décisions de capture et en particulier améliorer sa sélectivité. Il y a à peu près 30% aujourd'hui qui sont, selon les pêcheries, qui sont des captures non ciblées. Et l'enjeu, c'est vraiment de réduire cette pression environnementale-là qui est inutile et qui est du gaspillage quelque part. Et comment est-ce qu'on différencie un banc de maquereau d'un banc de cabillaud, d'un banc de... Alors, c'est pas simple. Il y a différents éléments. D'abord, l'individu lui-même va pas avoir la même réponse acoustique. Certains poissons ont des vessies natatoires, d'autres n'en ont pas, comme les maquereaux. Donc, on va être capable de détecter ça. Et puis également la forme du banc, la structure du banc. Par exemple, entre les sardines et les anchois, les bancs ont des formes différentes. Les anchois s'éclatent la nuit. Donc on peut, en fonction de l'analyse de la forme des bancs, déterminer, on détermine jamais à 100%, mais avoir une meilleure certitude sur quel type de poisson on est en train de pêcher. Et on parle de navires qui peuvent pêcher 1000 tonnes de poissons, donc c'est essentiel. Si on se trompe sur une capture, c'est très problématique. Alors oui, on parle de bateaux qui sont capables d'embarquer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de tonnes de poissons. Un coup de filet, ça peut être 300-400 tonnes. Et donc si on pêche pas la bonne espèce, c'est un gâchis environnemental, hein. C'est une espèce qui va pas être commercialisée et qui n'a pas de valeur économique. Mais en plus, c'est une perte économique pour le patron pêcheur qui a passé du temps en mer et consommé du carburant
pour une espèce qui ne va pas pouvoir commercialiser derrière. Et vous équipez à peu près 120 navires de C'est ce ça, système. 120 navires. Ouais. Et vous avez un projet également dans l'aquaculture pour observer le stress des espèces. Ça va vous intéresser, Philippe Le Gall. Comment est-ce qu'on adapte vos systèmes à l'aquaculture? Alors, l'enjeu est très différent dans l'aquaculture, mais on a un capteur qui est très performant. Enfin, on a mis plusieurs années pour le mettre au point. Donc, l'idée avec un partenaire norvégien, Aquabio, c'est de développer une application pour le monitoring des fermes aquacoles en mer. Grâce à notre système, il y a 2 enjeux principalement. Le premier, c'est optimiser le nourrissage, c'est-à-dire si on nourrit trop une ferme, une cage, on crée de la pollution en dessous de celle-ci et qui peut avoir des conséquences environnementales graves. Et puis le second, c'est de réduire le stress des poissons. Il y a des opérations qui stressent beaucoup les poissons, notamment quand on les compte, on les transvase de cage, et donc l'idée c'est de plus avoir à faire cette opération là pour pouvoir les compter sans avoir à stresser le poisson et réduire aussi sa production. Merci. Cette observation des espèces, vous le faites aussi avec notamment une espèce qui a disparu ou quasiment disparu de nos côtes, qui est l'huître plate. Il en reste encore à Quiberon. Si je ne me Oui, trompe l'huître pas. plate qui était l'huître originale de l'Europe. Emblématique, ouais. Et qui existait auparavant, effectivement, au fil des décennies, elle a disparu dû à des pathogènes. Donc depuis maintenant une vingtaine d'années, on s'emploie à la remettre en route. On essaye de créer des milieux, optimiser le milieu maritime pour qu'elle puisse le mieux se développer, et ça marche. C'est-à-dire qu'on a repris une production qui était de 500 tonnes et maintenant on arrive environ à 1500 à 2000 tonnes et on voudrait que ce soit une alternative. Et en quoi est-ce que c'est un défi, puisqu'elle était adaptée au milieu, puisqu'elle s'y est développée initialement, puis elle a disparu? Qu'est-ce qui a changé dans le milieu qui fait qu'aujourd'hui ce n'est plus si simple? Ce qui change dans le milieu, c'est le milieu maritime. C'est-à-dire qu'on fait des études sur l'acidification et sur les différentes problématiques qui peuvent s'engager sur ces océans, de manière à voir l'évolution, ou alors soit c'est dû au réchauffement, soit c'est dû à une évolution, mais en tout cas on observe des changements dans ce milieu que l'on doit surveiller de près, parce que les coquillages comme les coraux, c'est ce qui est le plus fragile, ce sont les premiers qui sont les premiers réactifs. Oui, donc ce qu'on se disait tout à l'heure en tout début d'émission sur l'observation et prendre le pouls de l'océan, ça a des conséquences très concrètes, en tout cas ces évolutions sur... Nous c'est très concret, ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a des modifications, ne serait-ce que sur le pH de l'eau, mais des choses très très sensibles, on sait que certains coquillages ne peuvent plus se reproduire. Donc c'est fatal pour eux. Et donc les données apportées par les scientifiques vous apportent des réponses, et dans l'autre sens, de votre côté, les pêcheurs pourraient aussi apporter des réponses aux scientifiques, parce que toutes ces données que vous avez sur le stress des poissons, le comportement des bancs, est-ce que cette information qui vient des navires va revenir à la science aussi pour mieux connaître, parce qu'ils ont l'avantage d'être sur place, là où il n'y a pas forcément de navires océanographiques? Est-ce qu'il y a des travaux comme ça chez X-Blue pour faire un aller-retour de données? Alors tout à fait, c'est vraiment quelque chose qu'on pense très important, cette science participative, ce partenariat entre la pêche et les instituts de recherche. Alors il y a déjà une dizaine d'instituts de recherche à travers le monde qui utilisent notre capteur. Et nous, on a pris le parti de développer un capteur qui soit, même lorsqu'il est installé sur des bâtiments de pêche, directement compatible des formats de données et des calibrations nécessaires pour l'exploitation scientifique de ces données. Parce qu'on pense que on a par exemple 200 jours par an, une dizaine de bateaux dans le golfe de Gascogne qui vont acquérir de la donnée en permanence. On sait, il y a plusieurs travaux de recherche qui démontrent que ces données-là ont un intérêt scientifique, et donc on croit beaucoup à la possibilité de fournir ces données comme des données d'opportunité qui vont pouvoir être ensuite exploitées par les instituts de recherche marine. Et est-ce qu'on peut se dire que tous ces systèmes sont aussi le fruit d'une réglementation? Il y a des quotas, donc on est obligé de mettre en place ce genre d'outils. Est-ce qu'on peut considérer que la réglementation est un très bon levier pour mettre en place de l'innovation et de la préservation? Et du coup, pour élargir à ce qui se passe aujourd'hui avec le One Ocean Summit, est-ce qu'on peut attendre des nouvelles réglementations pour aller encore plus loin dans le développement de technologies et la précision sur les captures? L'établissement d'un cadre de quotas, et puis également plus récemment les directives zéro rejet, la directive européenne sur les rejets, ça impose le développement de nouvelles technologies pour pouvoir permettre d'atteindre le seuil de rentabilité économique quand on est sous un modèle de quotas, et puis également pour pouvoir tout simplement respecter la réglementation zéro rejet. Alors aujourd'hui,
sans nouvelles technologies, les pêcheurs ont beaucoup de mal à aller au-delà de la sélectivité qu'ils arrivent déjà à atteindre, qui est de l'ordre de 50-70%, comme je le disais. Il faut fournir de nouvelles technologies, et ces nouvelles réglementations-là sont un moteur pour l'innovation et le développement technologique dans le domaine maritime en tout cas. Ce qu'on voit aussi pour la lutte contre les captures de cétacés, il y a beaucoup de recherches liées notamment à la réglementation. J'ai quelques questions à vous poser qui nous arrivent de nos téléspectateurs. On nous demande par exemple qui définit les pratiques qui relèvent d'une exploitation responsable des ressources biologiques marines, où se trouve la limite entre responsable et irresponsable. Ça rejoint notre question des quotas. Qu'est-ce qui est responsable, qu'est-ce qui est irresponsable? Ce sont notamment, je pense, les chercheurs halieutiques qui vont pouvoir donner les informations, les instituts internationaux. Enfin, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question sur qui définit ce qui est responsable? En tout cas, je pense qu'il y a deux choses différentes qui sont importantes. Quand on parle de la pêche, c'est des poissons, c'est des quotas, c'est des choses qui sont réglementées, hein. Lorsque l'on parle de production de coquillages, d'algues ou de ce genre de production, là on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire que là on est dans un cadre où on n'a pas d'entrants, on n'a aucune pollution, on a zéro déchet, zéro rejet. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces productions halieutiques sont tout à fait responsables, éco-responsables, et dans justement ce que l'on recherche aujourd'hui dans les océans. Merci. Sur les pratiques, qu'est-ce qui est responsable ou irresponsable? Alors dans le domaine de la pêche, déjà le cadre général, il est fixé par les quotas qui sont établis par les pouvoirs publics à la base à l'aide de données scientifiques. Donc vraiment on est dans un bateau de pêche dans un pays sous quota ne pourra pas ramener à la criée plus de poissons que ce qu'il a le droit de pêcher. Maintenant, l'enjeu, c'est à l'intérieur de ce quota-là, comment on fait pour que l'impact environnemental et les pratiques soient les moins impactantes pour l'environnement. Donc, on a parlé de la sélectivité. Il y a aussi des travaux sur par exemple, pour tout ce qui est chalutage, sur les panneaux de chalut pour optimiser la trajectoire des panneaux de chalut, éviter qu'ils aient trop d'impact sur le fond. Il y a également des filets l'Ifremer travaille beaucoup sur des filets sélectifs. Donc voilà, les bonnes pratiques à la pêche, elles s'inscrivent dans un quota. Comment on fait pour réduire l'impact environnemental pour la capture de ce quota-là? Merci beaucoup. On pourrait encore échanger longtemps et je pense que vous allez discuter longtemps pendant ce One Ocean Summit sur ces questions. Avant de retrouver Jean-Louis Etienne, nous allons voir un dernier reportage sur une situation assez inquiétante en Martinique avec le développement de cette algue, les sargasses, et faire un point sur un projet SargoWays qui permet de suivre et de développer une application dédiée au suivi de cette algue. Merci beaucoup. Depuis 2011, les plages paradisiaques de Martinique et plus généralement toutes les plages se trouvant dans la zone s'étendant du Brésil au golfe du Mexique sont fortement impactées par l'invasion massive des algues sargasses sur leurs plages. Ces algues provenant de la zone équatoriale atlantique sont fortement exposées à un cocktail entre réchauffement climatique et milieux propices à leur développement riche en nutriments venant du panache amazonien, ce qui rend ce problème durable. La stagnation de ces algues a pour conséquence un impact considérable sur la santé, l'environnement, mais aussi sur l'économie de ces territoires pour lesquels le tourisme représente une grande partie de revenus. Le projet SargoWays est né d'une équipe martiniquaise de Fort-de-France de vouloir enfin réduire l'impact et les conséquences de ces échouages massifs d'algues sargasses en créant un outil de prévision, de surveillance, mais également de coordination de l'action qui sera fiable. Il se réduit au développement d'une application mobile permettant aux usagers d'avoir accès à des prévisions des échouages jusqu'à 10 jours, mais également d'anticiper la collecte des algues en fournissant des données quantitatives sur le volume à traiter. Enfin, la fiabilité de cette application repose essentiellement sur le retour des utilisateurs qui pourront à la fois évaluer la qualité des prévisions, mais aussi fournir des photos des zones d'échouage. Sargasses sur les algues invasives, ça nous met vraiment face au fait que ces équilibres des océans et des mers sont extrêmement fragiles. Oui. Est-ce que, à l'aune de ce que vous avez entendu, vous pouvez nous faire un éclairage sur cette fragilité entre les coquillages qui souffrent de l'acidification, enfin toute cette chaîne? Oui, on voit bien que la modification du climat, c'est-à-dire l'excès de gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère, impacte beaucoup les océans. Je dirais entre parenthèses, merci à l'océan,
parce que l'océan général capte la moitié du gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère. Donc c'est déjà un régulateur. Ça se fait par la synthèse des microalgues, du microplancton, et par la dissolution du CO2. Donc déjà, c'est une action de l'océan sur la régulation. Et deuxièmement, un phénomène important, c'est que l'océan absorbe à lui seul 93% de l'excès de chaleur de ce réchauffement climatique. Notre climatiseur. C'est un climatiseur, donc déjà il soustrait beaucoup de cette chaleur, mais la conséquence, c'est que c'est une dilatation de la surface avec une montée du niveau des océans, bien sûr la fonte des calottes qui augmente tout ça, et donc ça génère, si vous voulez, des nuisances, notamment sur la perturbation du cycle de l'eau. Les tempêtes tropicales que l'on avait en Guadeloupe, Martinique deviennent des cyclones. La Méditerranée qui capte énormément de chaleur à la surface, à la fin de l'été, les épisodes cévenols deviennent des inondations dramatiques. Donc on perturbe le cycle de l'eau, mais l'océan tient bien encore une grosse partie du climat. Oui, c'est l'effet sur le climat qui est essentiel avec tout ce qui se passe. Et on a entendu parler juste avant des coquillages, et aussi cette acidification qui est liée à la captation du carbone. Oui. Un effet délétère aussi sur le développement des coquillages, sur leurs coquilles. Juste pour que un phénomène que les gens comprennent, les mollusques à la sortie des estuaires des fleuves comme la Seine, par exemple, changent de sexe. Je dirais, ils ont des problèmes de reproduction parce qu'on envoie dans l'eau énormément d'hormones qui sont dues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la pollution médicamenteuse. La pollution médicamenteuse. Ok, essentiel. On voit aussi à quel point, par ce sommet, on court un peu après le temps parce qu'il devient urgent d'agir. Et on a aussi en parallèle cette nécessité de ralentir les navires, d'avoir plus de sobriété. Donc on est vraiment dans un rapport au temps qui est assez particulier. Comment est-ce qu'on peut l'éclairer? Un rapport au temps on essaye de trouver des solutions pour satisfaire la démographie croissante. On est de plus en plus nombreux, on a envie d'avoir accès à ces ressources, à la nourriture que nous amène l'océan. L'océan nourrit la moitié de l'humanité. Donc je dirais la protection des océans en termes d'impact, de pollution et autres, effectivement, c'est fondamental. La surpêche aussi, voilà un autre domaine qui sera beaucoup discuté ici aujourd'hui, parce que cet océan, on régule à peu près, on a une main sur les zones côtières, sur 200 000 nautiques au large, mais au-delà, ces zones internationales sont l'occasion de surpêche. Donc on voit qu'il y a une multitude de domaines sur l'avenir de l'océan. On parlait du temps, la voile est une solution décarbonée. C'est une propulsion bélique intéressante. Et ce qui a très bien été expliqué, c'est qu'on ne peut pas mettre des gens dans un bateau qui a un rendez-vous à New York un jour précis. Par contre, il y a des marchandises qui pourront supporter des modifications de la météo. Et là, c'est intéressant d'avoir de la propulsion bélique. Et vous parliez de la surpêche. Pour ça aussi, le satellite va aider, puisqu'on peut, par satellite, identifier ce qui se passe et on va plus en plus avoir des points d'observation. Oui, on peut identifier les bateaux qui ne sont pas identifiables, qui ne s'identifient pas. Voyez. Et donc, ceux-là, on va pouvoir les tracer. Et ce qui est important, c'est de les suivre jusqu'où ils vont livrer le poisson, parce que c'est là qu'il va falloir intervenir sur les gens qui achètent ce poisson qui est pêché dans des conditions illicites. On a déjà vu la surpêche sur les bancs de Terre-Neuve qui pêchait la morue à outrance, si vous voulez. La morue n'est pas revenue. Donc, encore une fois, l'océan nourrit la moitié de la population mondiale et il faut y veiller. Bien gérer cette ressource. Et le satellite permet aussi de voir les pollutions et aussi évidemment les pollutions plastiques dont nous n'avons pas encore parlé, mais de tous ces microplastiques qui transportent des bactéries, qui transportent, avec l'effet radeau. Là, vous touchez un point qui concerne tous les gens qui nous écoutent. C'est pas que effectivement ceux qui habitent en bord des côtes, c'est ceux qui habitent aussi sur le plateau des Mille Vaches. C'est une expression que j'aime bien, mais à l'intérieur du continent, parce que la pollution, elle n'est pas en mer, elle est amenée par les fleuves. C'est au niveau des fleuves qu'il faut intervenir. Quand on met des filtres à la sortie des estuaires, on n'imagine pas tout ce que l'on envoie en mer. Donc là, chacun, encore une fois, doit être efficace sur sa zone d'influence, faire attention à tous les rejets, parce qu'ils partent en mer. Une fois qu'ils sont en mer, on ne les rattrape plus. Donc c'est en amont que l'on peut être efficace. Et justement, en amont aussi avec des réglementations pour aller vers plus de sobriété, éviter le plastique à usage unique. Enfin, c'est le genre de choses. Oui. Est-ce que ce sommet qui se penche sur les océans ne doit pas aussi se pencher sur les comportements humains, en fait? Comportement humain, la solution, elle est comportementale. On est tous informés, si vous voulez, des choses que l'on devrait plus faire. Mais elle est technologique. Ça a été très évoqué par l'ensemble des intervenants. Elle est technologique, si vous voulez, la solution. On va devoir produire, si vous voulez, énormément d'électricité décarbonée.
Aujourd'hui, l'accès, si vous voulez, notre civilisation s'est développée. On est la civilisation carbone. On s'est développé sur un accès facile, si vous voulez, au charbon, au pétrole. Ça a été la machine à vapeur au charbon, puis le pétrole, c'est d'accès facile, c'est totalement maîtrisé. La diffusion à l'échelle planétaire est diffusée. N'importe quel bateau qui arrive dans n'importe quel bateau du monde a ce qu'il lui faut. Voyez. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est décarboner le transport. Donc, comportemental, vous avez raison, mais c'est un défi technologique. Et c'est là que c'est passionnant. Et je fais des conférences et il y a des jeunes qui nous écoutent. On a besoin de vous. On a besoin de votre intelligence, si vous voulez, parce qu'il va falloir trouver des solutions. Et aussi évidemment les énergies marines renouvelables qui se développent enfin, sur cette décennie. On voit cette explosion, on voit les premiers champs posés en France, le flottant qui arrive, l'hydrolien qui se développe, avec ça l'hydrogène qui est entraîné. Donc c'est aussi des innovations qui vont nous permettre de passer sur Pour donner un exemple, les éoliennes que nous avons à terre, c'est que l'on voit le plus, ce sont les 2 mégawatts. Aujourd'hui, on installe des éoliennes en mer jusqu'à 15, certaines expérimentations jusqu'à 20. Donc effectivement, au large, comme vous dites, le flottant, ce sont des zones effectivement qui sont très ventées, où il y a une régulation, une constante du vent beaucoup plus qu'à terre. Donc là, il y a de la ressource énergétique importante. Il va falloir gérer la cohabitation entre les activités, la pêche, l'énergie, le transport. Beaucoup de tolérance, si vous voulez. On s'était habitué dans le passé à avoir ces pylônes qui transportent l'électricité à haute tension. Vous voyez, aujourd'hui, on y met des éoliennes, elles nous amènent. Bon, il y a une tolérance qui va être obligatoire, si vous voulez, mais on est dans une période de transition. Là, c'est une période qui est en même temps intéressante, comme l'a dit un ingénieur qui parlait de ça. On est à l'aube de solutions indispensables. Il nous faut absolument décarboner l'énergie. C'est un phénomène crucial. Et bien sûr, limiter le plus possible les pollutions. Faire des zones marines protégées où les espèces pourront enfin aller se reproduire tranquillement. Mais cette ressource-là, elle est bonne pour les pêcheurs, pour tout le monde, puisque ça sera des gisements de reproduction. Oui, c'est un effet de réserve. Et on revient sur cette question de la surveillance, parce qu'on peut dire qu'on fait une aire marine protégée, mais s'il n'y a personne pour la surveiller sur place ou depuis le ciel, elle n'aura pas d'impact. Oui, mais il a été prononcé des mots intéressants. Les drones, on fait des nanosatellites aujourd'hui, qui vont pouvoir surveiller énormément les choses. On arrive à déceler avec des satellites les émissions de CO2 d'une manière localisée. Donc la technologie nous est absolument indispensable. Et les efflorescences de plancton, enfin tout est suivi depuis le ciel. Vous, la couleur de l'océan. La couleur de l'océan. Oui. Vous, au niveau du PolarPod, quel va être votre usage du satellite justement, parce que les données vous allez les collecter sur place, vous allez les transmettre. Enfin, vous êtes aussi une interface entre le ciel et la mer. Oui, donc il y a un programme climat avec la mesure la simulation du carbone, un programme biodiversité par écoute, puisque le PolarPod est silencieux. On va faire avec un inventaire par acoustique passive, et on a aussi un domaine calibration, validation des mesures satellites. Parce que le satellite, si vous voulez, c'est un observateur de la Terre extraordinaire. Il y a des capteurs d'une précision remarquable aujourd'hui, mais on a besoin au sol de valider la mesure. Ils appellent ça le ground truth, la vérité terrain. Calibration, validation, notamment sur la couleur de l'océan. Vous vous rendez compte, un satellite là-haut dans le ciel est capable, par la réflexion de l'onde qu'il reçoit du soleil, de dire tel type de microplancton, quel type de zooplancton. Vous voyez, donc la couleur de l'océan détectée par satellite va pouvoir permettre de faire des inventaires de la richesse de l'océan. Et vous, sur place, vous allez aussi suivre les espèces, le krill, mais aussi les cétacés, ça fait partie des pistes de recherche. Oui, on a un logiciel à bord, c'est Cercel qui fait ça, qui nous fait un logiciel de détection des mammifères. Par écoute, si vous voulez passive, on dit tiens un orque, tiens une baleine bleue, tiens voilà. Par écoute aujourd'hui, parce que chaque espèce a son signalement entre elles, si vous voulez, mais on connaît la signature sonore des espèces. Et donc ce logiciel permet de déterminer automatiquement. Et on va surtout le faire pendant 3 ans, aux 4 saisons, sur toutes les longitudes, ce qui n'a jamais été réalisé encore. Parce que les innovations acoustiques, c'est vraiment les yeux sous l'océan. C'est pour voir sous l'océan, on écoute. Oui, on écoute. Alors nous serons dans une zone loin des routes maritimes, autour de l'Antarctique. Il n'y a pas grande. Donc on va être, je dirais, dans l'étalon du silence, si on peut dire, si vous voulez. Donc on va pouvoir, à part le bruit du PolarPod dans la mer, dont on va pouvoir soustraire l'onde de vibration, on va être à une écoute extrêmement privilégiée. Est-ce que c'est vraiment le monde du silence? Parce qu'on entendra les icebergs, on entendra les espèces. Non, si vous voulez, c'est peut-être le monde du silence pour nos oreilles.
Mais ce n'est pas le monde du silence pour les appareils d'écoute, si vous voulez, de toutes les espèces qui vivent dessous. Ils s'entendent, ils se comprennent, ils se connaissent. Des espèces et des nouvelles technologies qui ont une écoute plus fine et qui permettent d'aller plus loin sur la connaissance, justement. C'est surprenant. Surprenant, tous les investissements qui sont faits, on le voit dans la région, si vous voulez, le nombre de start-up qui se développent, d'ingénieurs qui sortent des écoles, qui ont une idée, qui se mettent à 2 ou 3, qui créent quelque chose. Donc, moi, je trouve ça très, très enthousiasmant avec ce pôle mer Bretagne qui développe ça. Je trouve ça très enthousiasmant. C'est un avenir pour les jeunes. Et une dernière chose au sujet de ce qui va se passer de l'autre côté de ce mur, au One Ocean Summit, maintenant que vous avez entendu toute cette émission, qu'est-ce qui vous semble être les points essentiels, ceux sur lesquels vous aimeriez que le rendez-vous ne soit pas raté et qu'on ait vraiment des avancées La gestion de l'espace maritime international, qui laisse une ouverture à la surpêche, si vous voulez, qui peut être dramatique. Ça, c'est important. Et ensuite, une régulation de la pollution de l'océan. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, les plastiques que l'on envoie en mer, ce que l'on voit sous les plages, ça nous dégoûte si vous voulez, mais le problème c'est pas cela, c'est ceux qui sont en mer avec les ultraviolets, avec l'érosion des vagues, ça fait des petits microplastiques qui sont des petits vaisseaux, ce sont des petites îles en plastique sur lesquelles se développe le phytoplancton qui va être mangé par le zooplancton, puis qui va être mangé par la petite crevette, par le poisson et par nous. Donc c'est quelque chose qui immerge, qui irrigue l'ensemble des espèces marines. Donc en amont, nous devons vraiment être intransigeants sur à la fois les effluents aériens que l'on envoie et tout ce que l'on envoie par les fleuves. Et vous le disiez aussi, pollution médicamenteuse, le sujet est vaste. Mais en tout cas, vous le disiez, vous serez intransigeants sur les pollutions. Espérons que vous soyez entendus de l'autre côté de ce mur. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été avec nous pour cette émission qui touche à sa fin. Merci. Nous nous retrouverons un peu plus tard pour un nouveau Blue Innov Live, l'émission du pôle mer Bretagne Atlantique en lien avec le magazine de l'économie maritime Le Marin et le journal Ouest France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.